L'objet de cette quatrième vidéo sur les usages du traitement de texte vise, une fois que nous avons maintenant appris à enregistrer correctement un document, à le mettre en forme et surtout à utiliser les styles, va nous permettre maintenant d'apprendre à insérer une table des matières et un index à un document rédigé. Alors comment on procède? D'abord pour la table des matières, ça va être la partie la plus simple puisque il existe différentes façons de créer une table des matières dans un traitement de texte, mais la plus rapide, la plus facile, consiste à utiliser les styles comme vous l'avez appris à le faire avec la vidéo précédente. Et une fois qu'on a utilisé les styles dans un logiciel de traitement de texte, l'insertion de la table des matières se fait automatiquement. Si on regarde par exemple un document comme ça, imaginons qu'on ait rédigé ce travail. Nous avons un document qui comporte des styles corps de texte, on va les afficher ici, des styles de titre 1 et des styles de format titre 2. On a donc deux niveaux de titre, il n'y en a pas d'autres dans le document, avec la pagination, etc. Et je souhaite par exemple ajouter une table des matières ici, entre les mots-clés et la date de la version du document sur lequel j'ai travaillé. À partir du moment où j'ai utilisé les styles dans mon traitement de texte et que de surcroît j'ai plutôt utilisé les styles avec leur nommage par défaut, c'est-à-dire titre 1, titre 2, etc., eh bien l'insertion d'une table des matières va me prendre seulement quelques clics. Je vais aller faire insertion, table des matières et table des matières index ou bibliographie. La fenêtre qui s'affiche me demande quel type de table je souhaite ajouter. Donc là, on est déjà dans table des matières. Il aurait pu éventuellement me dire index lexical. Il faudrait simplement que je précise non, je veux bien insérer une table des matières. Ensuite, ce qu'on va me demander, c'est quel type de table des matières je veux entrer. Est-ce que je veux une table des matières pour tout mon document ou uniquement l'un des chapitres? Pensez-y pour les documents très longs. Est-ce que je veux évaluer jusqu'au niveau 10, c'est-à-dire 10 niveaux de titres? Titre 1, titre 2, 3, 4 et ainsi de suite. Là, je sais que j'ai que deux niveaux de titres. Je vais mettre que je ne veux que les deux niveaux de titre. Ça peut être intéressant cette option-là quand vous avez un document un peu long dans lequel vous avez mis 3 ou 4 niveaux de titre et d'intertitre, et pour une table des matières de départ, vous voulez uniquement afficher les deux premiers niveaux par exemple, et bien vous allez le taper ici. Créer la table des matières à partir du plan, ça c'est essentiel, puisqu'en fait c'est le plan, c'est le stylage que vous avez appliqué en utilisant titre 1, 2, 3, 4, etc. Et on pourrait éventuellement, si on a créé nos propres styles, choisir style supplémentaire et aller les chercher en indiquant que tel type de style, si vous avez créé par exemple votre titre 1 que vous avez nommé vous-même, par exemple titre 1 pour mon devoir, et que vous voulez lui attribuer un niveau hiérarchique de niveau 1, par exemple, et bien on irait ici préciser que c'est un niveau hiérarchique de niveau 1. De la même façon, si vous souhaitez modifier les niveaux hiérarchiques des titres 1, 2, 3 pour une raison ou pour une autre, vous pourriez le faire ici. Donc là, on va annuler, on va décocher cela. On a donc choisi de créer une table des matières à partir des styles de titres qu'on a ajoutés. On aurait pu ajouter des entrées d'index, mais ça je le laisse tel quel parce que j'en ai pas ajouté. J'y reviendrai dans un instant. Et on va tout simplement dire OK. La table des matières est insérée exactement là où j'avais cliqué avant de l'insérer. C'est-à-dire que je me suis placé ici, et ensuite j'ai fait insertion table, etc. Et il a intégré ma table des matières ici. Ce que vous voyez ici, donc, c'est une table des matières qui a été intégrée automatiquement. Alors c'est à chaque fois les mêmes titres, hein, parce que j'ai tout simplement fait du copier-coller du document pour ne pas perdre de temps. Et on a une table des matières qui est tout à fait propre. Une précision néanmoins, c'est que pour que cette table des matières ait cet aspect précis, avec cette police, cette taille, ces décalages, etc., eh bien il a fallu que, bien entendu, j'aille modifier mes styles de type table des matières, etc. Dans un document qui n'aurait pas été préparé, j'aurais quand même une table des matières, simplement il aurait fallu ensuite que j'aille modifier l'aspect pour que ça corresponde vraiment à ce qui me plaît. Dans la vidéo précédente, vous avez vu que quand on insère une note de bas de page dans un document, pour qu'elle corresponde exactement à la police, à la taille de police, etc. qu'on choisit, il faut aller modifier le style note de bas de page. Eh bien il en va exactement de même pour la table des matières. Insertion table des matières, j'ai un document ici, et ensuite je vais aller éventuellement modifier mes styles. Donc par exemple, je peux tout à fait dire, finalement, le style table des matières, je veux une police plutôt condensée,
et un peu plus grosse. Et finalement, je veux la même chose pour les tables des matières de niveau 1. Et de niveau 2. Et voilà, ma table des matières est propre. Donc ça, pensez-y, j'insiste en particulier pour celles et ceux d'entre vous qui utiliseraient plutôt un autre logiciel de traitement de texte. Il y a un vrai intérêt à utiliser LibreOffice pour les tables des matières, c'est qu'on ne peut pas aller modifier manuellement les contenus des tables des matières, puisque dans les options précédentes, j'ai laissé cocher que la table des matières ne pouvait pas être modifiée à la main. Ça nous protège d'un certain nombre d'erreurs de mise en forme, de suppression, etc. Dans la plupart des autres logiciels de traitement de texte, il n'y a pas cette option-là par défaut. Il faut aller éventuellement l'activer, etc. Et on peut être amené à faire des modifications de mise en forme, par exemple ici directement à la main. Sauf que le résultat de cela, c'est qu'une fois qu'on met à jour la table des matières, eh bien tout simplement, on va avoir des soucis de mise en forme dans la table. On peut tout à fait décider de créer une table des matières, non pas comme je viens de le faire en faisant semblant d'avoir un document que j'ai déjà écrit et qui est terminé, mais imaginons qu'on crée la table des matières au moment même où on commence à la travailler. Et donc là, par exemple, on peut tout à fait imaginer avoir un modèle de document qui intègre d'office la table des matières, et ensuite on n'aura plus qu'à la mettre à jour. Ce que ça signifie, c'est que si je continue à écrire mon document, donc là on va simplement faire quelques copier-coller. Donc j'avais ouvert mon document, j'avais commencé à travailler, j'avais laissé une table des matières s'insérer dans mon document, et ça y est, j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à rendre mon devoir ou à soumettre mon article ou rendre mon mémoire. Eh bien, je vais pouvoir mettre à jour ma table des matières. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va tout simplement faire mettre à jour l'index. Et vous voyez qu'il s'est agrémenté de tous les titres que j'ai ajoutés. Alors bien entendu, là, avec le format que j'ai fait là, c'est quelque chose qui ne me convient pas forcément. Donc ce qu'on pourrait faire, tout simplement, c'est éditer l'index et se dire que finalement, comme là, on est juste dans une entrée en matière dans mon document qui consiste uniquement à dire, à donner un petit aperçu en page de garde du contenu du travail, eh bien, je vais tout simplement dire que finalement, ce que je voudrais faire, c'est ici, ne mettre qu'un niveau et de dire que ce que je présente ici, c'est le plan du devoir. Et vous voyez que ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a enlevé les titres de niveau 2 et il a simplement gardé les titres de niveau 1 et j'ai la pagination. Une autre raison qui pourrait conduire à mettre à jour la table des matières, c'est pas forcément le fait qu'on écrive de nouveau, mais c'est peut-être parce que par exemple on va simplement avoir ajouté un paragraphe ou changer quelque chose dans la mise en forme. Par exemple, on peut, un des éléments auxquels il faut toujours faire attention, en particulier dans les documents longs, c'est de ne pas avoir un titre en bas de page. On pourrait par exemple avoir ajouté trop de texte ici. Et se retrouver avec ce genre de choses et souhaiter avoir plutôt un titre qui commencerait à la page suivante. Eh bien, imaginons qu'on décide d'insérer du coup un saut de page tout simplement dans le style de titre 1. Saut de page avant. Eh bien entendu, je l'ai modifié là, mais ça va l'avoir modifié à tous mes styles de titre 1. Ils seront tous en début de page. Et bien entendu, ce choix-là a considérablement étendu mon document, et la pagination des titres n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était auparavant, et donc ici, je vais aussi pouvoir mettre à jour mon index. Si vous regardez bien les numéros de page ici, elles ont été mises à jour. Donc voilà pour la table des matières. Vous l'avez compris, c'est très simple. C'est très simple parce que l'on a appris à utiliser les styles.
Ce serait un peu plus compliqué si on n'avait pas appris à utiliser les styles. Alors une précision pour celles et ceux qui utiliseraient des documents très longs, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être utile éventuellement à quelqu'un qui ferait un mémoire de master par exemple. Je vais pouvoir, j'ai inséré une table des matières basique, qu'on pourrait par exemple d'ailleurs appeler plutôt sommaire. En première page d'un mémoire par exemple, dans les premières pages d'un mémoire. Et en fin de document, je vais plutôt entrer véritablement une table des matières avec le détail du contenu. Je vais l'appeler table des matières. Je veux 2 niveaux pour le document entier et je l'intègre. J'ai une table des matières complète en fin de document qui contient l'intégralité de mon contenu. Et au début, j'ai toujours mon sommaire qui ne contient que les titres de niveau 1. Voilà pour la table des matières. Tour d'horizon un peu rapide, on peut faire beaucoup plus de choses, on peut aller un peu plus loin. On peut aussi, si on n'a pas utilisé les styles, je n'entre pas dans le détail, je vous le montre juste. Imaginons que vous ayez mis en forme un document sans utiliser les styles, en mettant des titres en gras par exemple, comme ici. Il est encore de texte, mais pourtant je voudrais que ce soit du niveau 1. Je vais pouvoir rentrer, faire des entrées d'index. Ce que ça signifie, c'est que je vais aller table des matières, entrée d'index, et je vais préciser qu'en fait c'est une entrée d'index de table des matières et que c'est une entrée de niveau 1. Je vais faire insérer, ça va ajouter un champ. Vous voyez que comme c'est grisé, j'ai un champ. Ce que ça signifie, c'est que il sait que ça, ce sera une entrée de table des matières de niveau 1. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ensuite, quand je vais intégrer ma table des matières, cette fois-ci, je ne vais pas dire que je veux uniquement le plan, etc. Je pourrais tout à fait décocher ça et uniquement demander les marques d'index. Et il ira chercher les entrées que j'aurais indexées comme des entrées de table des matières, comme je viens de le faire ici. Voilà pour l'étape des matières. Deuxième étape, la question de l'ajout d'un index à un document de ce type-là. Alors bien entendu, on ne va pas ajouter un index à tout type de document qu'on va rédiger. Quand on va soumettre un article, quand on va rédiger un devoir pour un cours, etc., on n'a pas forcément besoin d'ajouter un index. Il est régulier d'entendre le fait qu'à l'ère numérique, avec des documents qui sont totalement cliquables, dans lesquels on peut faire de la recherche plein texte, il ne serait pas nécessaire de faire des index. Ça peut néanmoins avoir son intérêt à partir du moment où certains des documents continuent à être imprimés. Je pense en particulier aux thèses et aux mémoires, tant que le dépôt électronique n'est pas imposé. Beaucoup de jurys en plus préfèrent avoir une version imprimée pour travailler. Et à partir du moment où c'est une version imprimée qu'on manipule, on peut être content d'avoir un index. L'autre raison, c'est que l'index, ça peut aussi être un exercice intellectuel, que de choisir ce que l'on va indexer. C'est-à-dire pas forcément uniquement des noms de personnes, parce que ça, CTRL F, c'est facile, on va avoir la possibilité de naviguer dans un PDF, mais en revanche, choisir certaines notions pour les indexer d'une façon ou d'une autre, etc. Alors ce que je voudrais vous montrer ici, c'est la façon de faire un index simple pour un document relativement court. Comment on procède? Il va falloir tout simplement marquer des entrées d'index. Ce que ça veut dire, c'est que pendant l'écriture ou pendant la relecture, une fois qu'un document est achevé, on va repérer par exemple que un terme, celui-là par exemple, on souhaite l'indexer. Je vais le sélectionner, je vais faire insertion, table des matières et index, et là cette fois-ci je vais choisir entrée d'index. On va bien préciser que ce que l'on veut faire, c'est un index lexical. Et on va préciser que ce terme-là, je veux l'indexer pas seulement ici, je veux qu'il le cherche partout dans le document et qu'il l'indexe à chaque fois qu'il rencontre ce terme. Si je précise respecter la casse, ça ne
n'indexera ce mot que lorsqu'il est écrit comme cela. S'il est écrit en majuscule quelque part, il ne sera pas indexé. Si la première lettre du mot est en majuscule, il ne sera pas indexé, et ainsi de suite. Là, je ne vais pas respecter la case, je vais demander simplement qu'il l'applique véritablement à tous les textes similaires, et j'intègre cette entrée d'index. Vous voyez que partout il le trouve, comme c'est du copier-coller, on le trouve pas mal, il va retrouver ces termes, et il les a bien indexés. Je vais aussi, par exemple, indexer un autre mot, choisissant par exemple cette expression, et donc je vais faire insertion, entrée d'index, appliquer à tous les textes similaires, et il est ajouté. Je pourrais le faire à la main, en réalité. Je repère un mot ici, par exemple, qui m'intéresse. On va par exemple choisir d'indexer NISL, appliquer à tous les textes similaires, insérer. Ah mince, il ne l'a pas pris en compte, donc il faut que je le sélectionne. Insertion. Une fois que j'ai fini ce travail d'entrée d'index, eh bien, l'insertion d'un index lexical est aussi simple que l'insertion d'une table des matières. Je vais aller à la fin de mon document. Je vais me placer juste après ma table des matières. Je vais insérer un saut. Ah, je ne peux pas. Je vais rester ici et je vais taper tout simplement insertion, table des matières et index. Et cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Plutôt que d'intégrer une table des matières, je vais mettre un index lexical. Je vais l'appeler par exemple index des notions. Et je vais tout simplement lui dire de créer mon index. Et vous voyez qu'ici, il a indexé les termes que j'ai choisis. Il a repéré les pages auxquelles se trouve cette expression-là et celle-ci. Alors pourquoi ici il a écrit 1 et suivante, 2 et suivante? Parce qu'en fait, en réalité, il se trouve dans toutes les pages. Et donc du coup, il ne va pas me réindiquer à chaque fois chacune des pages, il me précise les pages dans lesquelles il va le trouver. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment très simple d'insérer un index, en particulier dans un document relativement court. Ce serait très simple dans un document long, mais un petit peu fastidieux de faire les entrées, par exemple, pour chaque nom. Alors je l'indique ici, simplement je ne le montre pas en démonstration, mais vous trouverez très facilement des tutoriels et éventuellement je pourrais mettre des liens dans la vidéo. Dans le cas de la rédaction d'un document au long cours, que ce un mémoire, un travail réalisé tout au long d'un semestre ou sur plusieurs années, on peut décider, plutôt que d'entrer manuellement chacune de ces entrées d'index, de constituer un tableau de concordance. Ce que ça signifie, c'est que plutôt que de faire les entrées d'index telles que je viens de vous le montrer, au moment de l'insertion d'un index, on choisirait index lexical, et au lieu de lui dire d'aller chercher des entrées qu'on aurait ajoutées nous manuellement, eh bien on lui dirait « va chercher tel fichier de concordance que l'on aura mis sur son ordinateur ». Ce fichier de concordance, c'est un fichier qui sera préparé au préalable et qui aura l'avantage de préciser au logiciel tous les mots qui sont dans ce tableau de concordance doivent apparaître dans mon index de telle façon, avec tel niveau hiérarchique, etc. Et donc ça permet de gagner du temps en fait au fur et à mesure de l'écriture. Quand on est dans une démarche un peu de longue haleine, on peut constituer progressivement son tableau de concordance de façon à n'intégrer l'index qu'à la toute fin de notre travail de rédaction. Ces tableaux de concordance, ils existent dans tous les traitements de texte que vous pourriez être amené à utiliser. En revanche, ils se font de façon différente en fonction de si l'on utilise un LibreOffice Writer ou si on utilise par exemple Microsoft Word. Les tableaux de concordance n'auront pas exactement la même présentation, c'est pour ça qu'il faut qu'ensuite vous alliez regarder ce qui vous convient le mieux. Dernière chose pour terminer, ce que je vous recommande vivement, quel que soit le logiciel que vous utilisez, c'est de prendre la peine, lorsque vous terminez de rédiger,
de cesser l'affichage des marques de formatage, des trames de fond des champs, des délimitations de texte, avant de faire la mise à jour de l'index. Que vous fassiez cela pour la table des matières et ensuite l'index. C'est un élément important. Alors la plupart du temps dans LibreOffice, ça fonctionne en fait en réalité très bien et on n'a pas réellement de soucis puisque les entrées d'index sont des champs qui correspondent, comme ici vous le voyez, avec du surlignage gris. Or, pour celles et ceux qui utiliseraient d'autres logiciels de traitement de texte, il arrive que la façon dont les entrées d'index soient marquées ne correspondent pas à ce genre de petites choses très simples, mais plutôt à quelque chose qui serait de l'ordre de quelque chose comme cela. Bon, c'est absolument pas ça, c'est simplement pour vous montrer le genre de choses à quoi ça ressemblerait. Sous Word en particulier, vous avez ce type d'entrées qui sont ajoutées, qui sont des marques d'index qui sont ajoutées au fil du texte et que parfois les utilisateurs et utilisatrices de traitement de texte oublient de masquer au moment de la création de la table des matières, etc. Or, vous l'imaginez bien, si vous avez des entrées d'index partout dans votre document qui ressemblent à ça, à l'affichage à l'écran, on va avoir des paginations qui seront totalement décalées et Word bug parfois là-dessus, il va pas penser que ce sont des champs et il va penser que c'est du texte. Et donc il faut vraiment empêcher l'affichage de ces marquages d'index de façon à pouvoir intégrer correctement les numéros de page de nos sommaires, tables des matières, etc. Donc pensez-y, prenez ce réflexe qui consiste simplement, lorsque l'on a fini de rédiger son travail, de tout simplement aller supprimer les affichages des codes champs, etc., de faire une dernière mise à jour de ces entrées d'index. Je vous le rappelle, c'est très simple, hein. Un clic droit, mettre à jour l'index, mettre à jour la table des matières dans d'autres travaux. Ensuite, on enregistre et le document est prêt pour pouvoir être partagé, imprimé, transformé en PDF, etc.